Bonjour à tous. Alors bienvenue dans ce webinaire consacré évidemment au marché obligataire. Alors c'est notre premier webinaire chez Sony post deuxième confinement et c'est aussi notre premier webinaire post annonce d'un premier vaccin. Donc c'est une double nouvelle. Alors toutes les slides que vous allez voir et qu'on va vous présenter avec Jacques ce sont des slides qui ont été présentés, qui ont été préparés la semaine dernière évidemment. La séance incroyable qu'on a vécue sur les marchés hier. Vous allez voir, finalement, ne change pas grand-chose sur la vision de ce qu'on avait au préalable. Donc, c'est intéressant de voir quelle était la vision que nous avions sur les marchés obligataires au préalable avant la bonne nouvelle d'hier. On avait intitulé ce webinaire Retour en mars. Effectivement, dès le deuxième confinement acté par le président de la République, on s'est dit il faut qu'on prenne la parole pour savoir si on allait finalement revivre un deuxième mars-avril avec la catastrophe que vous avez pu voir sur les marchés financiers à ce moment-là et des marchés du crédit très, très chahutés. Donc, c'était le sens de notre débat, était le sens de ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc, la grosse partie de cette présentation va être faite par Jacques. C'est moi qui vais lui laisser la grosse partie du travail. Donc, on va faire un point sur les marchés obligataires, voir où on en est aujourd'hui. C'est intéressant, voir quels sont les différents acteurs qui interviennent et surtout voir quel est le potentiel futur. Et est-ce qu'on doit être plutôt aujourd'hui investi sur les marchés obligataires ou pas? C'est une vaste question. Et donc, on va tenter en 30 minutes d'y répondre. Bien évidemment, vous pouvez poser vos questions sur le chat. On tâchera d'y répondre comme à chaque fois. Et puis, cette présentation, on pourra vous renvoyer évidemment cette présentation dans un second temps pour que vous ayez l'ensemble des données et l'ensemble des informations qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. On est parti pour 30 minutes. Jacques, je te laisse la main. Les gens nous connaissent. Les gens, en tout cas ceux qui sont connectés, sont des gens qui nous connaissent. Donc, je te laisse la main pour faire un point global sur le contexte des marchés, un point sur Euro stratégique. Et puis surtout, on terminera également en parlant de notre fonds daté Sony Opportunité 2024 qui a été rouvert à la souscription au mois de septembre. Donc, un timing plutôt opportun. Et on va le voir à la fin de cette présentation. Jacques, à toi. Oui, bonjour. Alors effectivement, back to Mars, avec le recul, on voit qu'on en est loin, mais au-delà des niveaux des marchés, on va regarder quels sont les fondamentaux sur l'obligataire en profondeur. Donc, si vous voulez, sur ce marché obligataire, il y a quand même des forces de soutien qui sont importantes. C'est vrai qu'économiquement, on n'y voit pas très très clair, même si avec le vaccin, on peut penser que dans quelques temps, on y verra plus clair. Mais quand vous écoutez les économistes, personne ne sait exactement quelle sera la vitesse de reprise, comment, enfin voilà. Par contre, sur l'obligataire, on a des choses qui sont factuelles et qui sont des éléments de soutien très forts. Le premier élément de soutien provient des banques centrales, dans la mesure où celles-ci, alors je parle de BCE Fed, mais enfin elles sont toutes alignées, dans la mesure où elles nous ont donné quand même des indications extrêmement fortes pour l'avenir. La première, c'est effectivement la taille de leur intervention, c'est-à-dire qu'elles nous ont dit qu'elles allaient acheter des obligations pendant encore, on va dire, au moins un an et demi. Et grosso modo, elles achètent environ, pour la BCE, 100 milliards par mois. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez vu que lorsque il y a eu le deuxième confinement, la BCE a dit « Attendez, je reviens en décembre ». Et il est probable qu'au mois de décembre, elle remette encore une louche. Donc, si vous voulez, on a une première chose qui est très importante, c'est qu'on a un facteur de soutien au niveau de la liquidité des banques centrales, parce que 100 milliards, voire plus de 100 milliards d'achats, ce sont des sommes colossales. Et donc ça, on a une première visibilité. La deuxième visibilité concernant les banques centrales, là encore, c'est historique, c'est qu'elles nous ont dit, pour la BCE, écoutez, les taux, puisque c'est qu'elles administrent les taux d'intérêt courts resteront au niveau où ils sont au moins jusqu'en fin 2022, au moins. Et la Fed nous a dit, nous, on ne va pas monter les taux avant 2024 puisqu'ils s'engagent à garder les taux là où ils sont jusqu'à fin 2023. Donc ça veut dire qu'on a devant nous un horizon que l'on n'avait pas par le passé. C'est-à-dire, historiquement, jamais les banques centrales nous ont donné 2 à 3 ans de visibilité pour soutenir le marché. Donc ça, c'est un élément factuel extrêmement important sur ce marché. Le dernier élément qui concerne la Fed, pas encore la BCE, ça s'est déjà passé au Japon.
qu'est-ce que nous dit la Fed? Elle nous dit qu'elle réfléchit au yield curve control. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un mot barbare. En fait, ça veut dire tout simplement qu'ils veulent avoir la maîtrise non seulement sur les taux courts, mais sur les taux longs, je parle des emprunts d'État, et donc qu'ils s'engagent à faire en sorte que les taux longs ne remontent pas de manière significative. Donc, si on résume, sur les banques centrales, elles vont acheter des sommes colossales qui vont soutenir le marché au niveau de liquidité. Deuxièmement, les taux vont rester stables. Et si, troisièmement, ils prenaient des velléités, notamment sur la courbe, c'est-à-dire sur la partie longue de la courbe, sur du 10 ans ou plus, de faire remonter les taux d'intérêt, ils disent, attendez, on est là et on ne va pas laisser le marché partir à volo. Donc ça, c'est une première chose extrêmement importante en termes de soutien. Le deuxième soutien concerne l'inflation. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les forces déflationnistes sont très profondes. Et je ne parle pas uniquement avec le Covid, c'était déjà visible avant Covid, puisqu'avant Covid, on avait une inflation qui était de l'ordre de 1,5, un corps inflation qui était de l'ordre de 1. Je rappelle, le corps inflation, c'est l'inflation sans les matières premières et sans l'alimentaire, c'est-à-dire vraiment le cœur de l'inflation. Aujourd'hui, on se retrouve en Europe avec une inflation négative qui est de l'ordre de moins 0,3, un corps inflation qui est à 0, enfin 0,2 pour être tout à fait précis. Et même si on veut aller un petit peu plus loin, les prix à la production sont négatifs à moins 2,5. Simplement, ces prix à la production, ils étaient négatifs déjà dès le mois d'août. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que nous avons des forces déflationnistes, alors qui s'expliquent, je ne vais pas faire 2 heures dessus, mais qui s'expliquent par le vieillissement de la population, par le fait que les acteurs, soit l'État, les particuliers ou les sociétés, sont tous très endettés. Donc, quand vous êtes très endetté, vous ne pouvez pas investir ou consommer comme vous le voulez. Et puis, il y a le progrès technologique qui fait que tout ça est vecteur de baisse des prix. Donc, on a un univers devant nous, dans un environnement prévisible, on a un univers avec des forces déflationnistes. Donc, on aura peut-être, avec le vaccin sur le Covid, l'inflation qui remontera un peu, mais de moins quelque chose. Donc, on n'est pas du tout dans un univers inflationniste. Donc, quand vous mettez ces deux facteurs, banques centrales qui tiennent le marché et des puissances déflationnistes, donc la garantie qu'on n'aura pas des taux qui vont monter très haut, on a un univers qui est propice à l'obligataire. Ensuite, attendez, je vais grossir le truc. On a, juste, tu peux me le grossir, voilà. Donc, ce qui peut bouger par la suite, ce qu'on disait, c'est qu'on a du structurel qui est très puissant. Par contre, on peut avoir du conjoncturel. Pourquoi? Parce que, vous l'avez bien vu, même si ça ne prendra plus les formes qu'on a connues puisque les banques centrales sont là, mais vous avez le vaccin et puis demain, on aura une nouvelle. Donc, vous pouvez avoir de temps en temps des tensions, des primes de risque qui se tendent ou qui se détendent, mais ça va rester dans un univers qui est tout à fait ce que l'on connaissait par le passé. Vous avez vu que avant les élections, le marché a pris peur, et je parle des élections américaines, eh bien, on a vu que les spreads se sont tendus, mais ça s'est matérialisé par des baisses de 0,50 à 1%, pas beaucoup plus, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait normé. Donc, on va pouvoir avoir à court terme des primes de risque qui bougent un peu, mais sans excès. Ensuite, ce qui va être très important, on a un univers stabilisé, potentiellement des à-coups, mais ce qui va prendre de plus en plus d'importance, c'est le choix des dossiers. Parce que dans un monde où les taux vont rester bas, il y a des dossiers qui rapportent, mais ces dossiers, il va falloir regarder en profondeur tous leurs aspects financiers et techniques. On l'a bien vu lors de la crise, vous avez des dossiers qui ont perdu 50 à 60% de leur valeur, et pourtant 3 mois après ou 4 mois après,
ces dossiers avaient repris 30, 40 ou 50%. Donc, le choix des dossiers va revêtir une importance primordiale. Donc, quand vous mettez bout à bout tous ces facteurs, on s'aperçoit que globalement, on a un environnement qui est favorable à l'obligataire à condition d'avoir certaines règles et de s'y tenir. Alors, un autre facteur de soutien sur le marché, mais ce facteur n'est pas un facteur structurel, mais conjoncturel, c'est les montants colossaux de cash qu'il y a à investir. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de colossal? Comment il les évalue? Je vais vous donner 3-4 exemples récents sur le marché pour vous montrer aujourd'hui le besoin d'investir en obligations qu'il y a sur ce marché et les montants de capitaux. Vous savez que sur le marché obligataire, il y a ce qu'on appelle des émissions primaires, c'est-à-dire que ce sont des émissions nouvelles d'emprunt. Il y a l'Europe qui est venue émettre deux emprunts, un à 10 ans et l'autre à 20 ans. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, l'obligation à 10 ans rémunérait moins 0,24% et l'obligation à 20 ans rémunérait plus 0,13%. Donc, des niveaux qui ne sont pas là pour faire rêver, si j'ose dire. Eh bien, pour vous donner les métriques, il y a eu 17 milliards qui ont été émis, il y a eu 233 milliards de demandes. Donc ça nous prouve de manière factuelle qu'il y a une demande excessivement forte. Maintenant, si on sort des emprunts les plus sécurisés qu'ils soient, il y a eu des émissions d'emprunts hybrides corporate émis par Veolia, enfin des sociétés de cet ordre-là. Ils viennent pour 1 milliard. En principe, vous avez entre 2,5 et 3 fois la demande. C'est-à-dire qu'il y a entre 2,5 milliards et 3 milliards de demandes. Je vous ai pris ce cas-là, mais je pourrais le décliner, je ne vais pas dire à l'infini, mais c'est ce qui se passe à peu près lors de toutes les émissions. Donc on voit que ce sont des émissions qui sont surdemandées. Et même si l'on prend les sociétés notées simple B, je vous rappelle que pendant la crise, les sociétés simple B ont été attaquées et le marché les a toutes mises sur des prix qui étaient équivalents à la faillite. Et là, je vais vous prendre 2 cas particuliers, je pourrais vous en prendre plus, mais qui illustrent mon propos et qui vous montrent, là encore, l'appétit des investisseurs sur l'obligataire. Il y a 2 sociétés, une qui s'appelle Maxeda, qui est le Bricorama des pays nordiques, on va dire, et l'autre, le Garfunkel, c'est un collecteur de dettes, c'est-à-dire qu'ils achètent aux banques les prêts non performants. Pendant la crise, le prix des obligations Maxeda est tombé à 45% de leur valeur. Eh bien, Maxeda a racheté ses obligations à 103% de leur valeur il y a un mois. Donc, vous imaginez le parcours, on parle bien d'obligataire, 45, 103. Et non seulement elle a racheté ses obligations, mais elle est venue se financer sur le marché et a trouvé preneur, et les obligues se sont excessivement bien placés puisqu'il y a eu des réductions de l'ordre de 30 à 40%, voire 50% sur les différentes tranches. Garfunkel, ça a été la même chose. L'obligation est tombée, je crois, à 65 ou 66. Alors eux, ils ont fait encore plus fort parce que non seulement ils ont racheté cette obligation-là, mais ils ont racheté toutes les obligations en circulation et ils ont émis 2 autres obligations à échéance 5 et 6 ans. Toutes ces obligations se sont sursouscrites. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ce qui était impensable il y a 5 ou 6 mois, en fait, c'est passé. Et on voit que même les sociétés simple B aujourd'hui arrivent à se refinancer et que le marché en veut. Donc, par ces 3 exemples, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un appétit qui est très fort pour pouvoir placer en obligataire. Alors, évidemment, on l'a fait, l'arrivée, vous voyez le titre, arrivée prochaine d'un vaccin. On a, comme l'a dit justement Christophe, ça a été fait avant, il est évident que l'arrivée du vaccin va faire en sorte que beaucoup de sociétés qui n'avaient pas de visibilité
et sur lesquels on aurait pu craindre qu'il y ait des faillites, il est évident que le marché va complètement changer de rythme sur ces valeurs et que beaucoup de sociétés dont lesquelles on avait des doutes, aujourd'hui, vont avoir de la visibilité. Et ces sociétés-là avaient des primes de risque extrêmement importantes. Donc là encore, il y a un réservoir, un potentiel sur ces obligations. Et on le voit dans les primes de risque, c'est-à-dire que le marché était binaire. Tout ce qui était, à tort ou à raison, considéré comme sécuritaire était très bien acheté, mais vous aviez un pan de la cote, si j'ose dire, ou beaucoup d'obligations notées simple B, dont personne ne voulait. Il y avait encore des primes de risque extrêmement larges et qui ne reflétaient pas le fondamental. Là, avec le Covid, il est évident que les gens vont se ruer sur ce type d'obligations. Voilà, donc, ce que l'on voit, c'est que pour nous, dans une économie à faible visibilité, même si on devait avoir encore des mesures sur le Covid, on voit qu'il y a des éléments factuels forts qui plaident pour l'obligataire. C'est le premier point. Le deuxième point, ce qui soutient l'obligataire, et après tout ce que je vous ai dit, on comprend que dans un univers où vous n'avez pas d'inflation, où les taux des emprunts d'État sont négatifs, et quand je dis négatif, c'est pas moins 0,10, hein, même avec l'euphorie que l'on a depuis une semaine, les emprunts d'État français sont toujours à moins 0,25, moins 0,30. Et si vous prenez du 5 ans allemand, vous êtes à moins 0,60. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que tout emprunt, toute obligation qui donne un rendement positif et toute obligation qui est perçue par le marché comme avec une probabilité de faillite extrêmement faible, toutes ces obligations sont systématiquement ramassées parce qu'il y a un besoin de taux aujourd'hui dans le monde, d'acheter du taux. Donc, on a des éléments de soutien extrêmement forts, ce qui fait que l'environnement, la visibilité pour l'investisseur obligataire aujourd'hui, contrairement à ce qu'on entend, et on a essayé de prendre que des éléments factuels, aujourd'hui, la visibilité pour l'investisseur obligataire, elle est bonne. Alors après, si on cherche des rendements de 30%, ça ne va pas être le cas. Mais dans un univers sécuritaire, oui, aujourd'hui, grâce aux banques centrales, grâce à l'absence d'inflation et grâce aux liquidités à placer, il y a une visibilité pour l'obligataire. Alors moi, je voulais juste rajouter quelque chose parce que c'est dur de le mettre sur une slide, mais moi, ça fait de très nombreuses années que je travaille avec Jacques, parce qu'on a monté cette structure ensemble. Alors quand je dis que c'est dur de le mettre sur une slide, parce que Jacques, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui est pas pessimiste, mais qui est rarement très optimiste. Alors il a un lourd passé d'assureur, hein, il a été gérant d'un fonds en euros pendant plus de 20 ans, donc ça laisse certainement des traces. Mais tout ça pour dire que je ne l'ai jamais vu depuis qu'on travaille ensemble avec autant d'optimisme et utiliser autant d'éloges pour les marchés obligataires. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il a raison, hein, mais en tout cas, sur la durée, je l'ai toujours connu plutôt très pragmatique. Et cet optimisme qu'il montre aujourd'hui, alors évidemment, c'est un côté très rassurant, mais surtout, le début de la présentation, c'était Back to Mars. Si vous nous avez dit le 25 mars que le 10 novembre, on tiendrait un discours aussi limpide et aussi tranquille et aussi visible sur les marchés obligataires, honnêtement, on n'y aurait pas mis un centime et pas beaucoup autour de la table, il y aurait mis un centime. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant autour de tout ça, c'est que tous les éléments qu'on vient de vous donner, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un côté discrétionnaire, c'est pas Sony qui pense ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des facteurs techniques très puissants et des éléments très factuels qui nous amènent à écrire que l'horizon, il est dégagé pendant à peu près 30 mois. Donc, avoir un niveau de visibilité aujourd'hui aussi important dans les marchés financiers, alors évidemment sur la classe d'actifs obligataires, hein, si on gérait des actions, on dirait certainement autre chose, mais en tout état de cause, d'avoir un niveau de confort aussi important, moi je ne l'ai jamais vu, en tout cas depuis qu'on a créé Sony, et ça me donne effectivement beaucoup d'optimisme pour la suite. Et d'ailleurs, on va le voir sur le positionnement des fonds et comment on a travaillé et comment on travaille aujourd'hui. Vous allez voir qu'effectivement, c'est plutôt assez satisfaisant. Vas-y Jacques, je te redonne la main. Voilà, ok, on va attendre les prochains slides. Voilà, donc notre positionnement. Alors,
on le voit, il y a eu un rebond très significatif puisqu'effectivement, nous pensons que l'univers obligataire va être favorable. Donc, dans nos fonds, que ce soit Eurostratégique et Eurostratégique Plus, nous sommes positionnés pour profiter du rebond. Et si vous regardez depuis les élections, hier, on a fait une journée à plus, je crois, 1,20 et plus 0,80 sur Eurostrat Plus et Eurostrat. Et Eurostrat Plus, je crois, sur 6 séances, on est à plus 3 et Eurostrat, on doit être à plus 2 quelque chose. Donc, on voit qu'on est positionné dans cette optique. Donc, rebond sur nos portefeuilles. Ensuite, ce que l'on fait maintenant de manière régulière, on a évidemment en mars, on a fait un screening des portefeuilles. On l'a refait lors du confinement, du deuxième confinement, même si c'est un confinement qui est soft, hein, mais on a revu toutes les lignes que l'on avait en portefeuille et on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait rien à changer, et ça c'était fait avant vaccin, il n'y avait rien à changer au portefeuille parce que quand on regardait les métriques et quand on regardait depuis maintenant 2 trimestres comment avaient évolué ces sociétés, c'est-à-dire qu'elles s'étaient totalement adaptées à l'environnement Covid, c'est-à-dire réduction de l'endettement, réduction des frais, enfin, donc rien qui ne nous laissait penser que ces sociétés allaient nous réserver de mauvaises surprises en termes de faillite ou autre. Donc un quasi maintien des positions que l'on avait faites en mars. Juste pour ajouter un point sur ce qu'on vient de dire, c'est vrai que le rebond peut paraître assez incroyable pour des fonds de cette nature-là, hein, plutôt prudents, mais il est à mettre en relatif avec le drawdown qu'on a vécu, qui était aussi inimaginable à ce moment-là. Hein. Pour revenir à ce qu'on a vécu au mois de mars, si on avait dit que sur un Sony Euro stratégique, qui était un fonds qui était à la limite entre un DC 2 et DC 3, on aurait à un moment donné une baisse autour de 15%, honnêtement, je l'aurais pas cru et vraiment, on l'aurait pas cru du tout. Donc, ce rebond qu'on vit aujourd'hui, il est à mettre en relatif avec ce drawdown qu'on a vécu. Alors évidemment, ce drawdown qu'on a vécu, il s'explique aujourd'hui. Hein. C'est vrai que les flux et les gros fonds qui ont dû racheter des positions à tout prix et rapidement au mois de mars ont entraîné des décalages très forts, mais c'est la liquidité qui a emmené ces décalages très forts sur le marché obligataire. On rappelle toujours le même exemple, hein, mais pour moi, il est marquant. Hein. Au mois de mars, on avait une totale 2021 en portefeuille, donc c'était une obligation à moins de 1 an. Au mois de mars, cette obligation, elle est passée de 0,15 de taux à 8 de taux sur une obligation qui est la Rolls des obligations privées aujourd'hui en Europe, qui est totale. Donc, ces exagérations qu'on a vécues, alors évidemment, on les a vécues à la baisse, on les revit à la hausse parce que des pourcentages de hausse qu'on peut avoir sur ces 2 fonds aujourd'hui, ils sont très importants. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on revient à des choses beaucoup plus normalisées. Et ce qui est intéressant, c'est comment on va se projeter dans l'avenir avec ce portefeuille et comment il est structuré aujourd'hui. Ce sera le coup d'après pour Jacques sur ce qu'on va dire maintenant. Voilà, donc dans les portefeuilles, alors ce n'est pas les mêmes proportions entre Eurostratégique et Eurostratégique Plus, bien évidemment, mais on a 3 axes pour essayer de coller au plus au marché obligataire et à ce qui, à notre avis, risque de se passer. Donc on a toujours des obligations au rendement, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, une sélection de dossiers. Donc, c'est un rapport risque-prix, rentabilité attendue. Donc, ça, vous connaissez, je ne reviens pas dessus. C'est le cœur de métier d'Eurostratégique. Simplement, vu l'environnement économique avec une faible visibilité, la vigilance est d'autant plus forte. Mais on vous a mis quelques logos, hein, Burger King, Fnac, Afflelou. Bon, ben voilà, ce sont des sociétés qui, même avec le reconfinement, n'auront pas de soucis. Ensuite, donc ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, ce sont les corporate hybrides. On en a souvent parlé lors des interventions. Je rappelle, hein, les corporate hybrides, en 2 mots, sont des obligations dont les maisons mères sont investment grade. Simplement, elles rapportent plus. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent ne pas payer un coupon. Et si elles ne le payent pas une année, elles doivent en payer 2 l'année suivante, c'est cumulatif. Et en cas de faillite, on passe devant les actionnaires, mais après les obligataires. Et comme Christophe le disait tout à l'heure, quand vous parlez de Total, de Veolia, de Suez ou autre, enfin, la faillite n'est pas le sujet. Et donc, ces obligations que l'on a en portefeuille avaient des primes de risque historiques par rapport à leur maison mère
extrêmement large. Et on pense que maintenant, avec un marché qui est en train de se normaliser, ces obligations vont continuer à performer. Déjà, on le comprend intuitivement avec du bon sens. Ce sont des maisons mères IG, elles rapportent encore 2, 2,5 sur 3, 4, 5 ans. Dans la course au rendement que cherchent aujourd'hui les investisseurs, il est évident que ces titres sont encore surrémunérés. Donc, on privilégie ces deux axes, mais on privilégie également un troisième axe, encore pour être pragmatique. Vous avez aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, la BCE qui rachète les obligations bien notées. Il faut savoir, pour vous donner un ordre d'idée, que grosso modo, elle rachète 30, lorsqu'un émetteur émet 100, on va dire 1 milliard, la BCE rachète l'équivalent, en gros, de 300 millions. Donc, ces emprunts sont très soutenus par les flux. Donc, pour profiter de cette situation et garder de la sécurité dans les signatures que l'on met en portefeuille, puisque l'environnement économique est quand même ce qu'il est, même si le vaccin, à long terme, va nous mettre de la visibilité. Pour l'instant, c'est toujours en univers bouché. Donc, le but, c'est de prendre des obligations sur 4-5 ans qui rapportent entre 2 et 3, pour faire simple. Mais ces obligations, on pense qu'elles vont avoir un rendement supérieur sur les 2 ans qui viennent. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le coupon de 2. Et comme la Banque centrale les achète régulièrement, quotidiennement, il n'est pas impossible que les primes de risque sur ces emprunts-là viennent à se réduire. Donc, que ces papiers-là aient des performances au-delà de leur coupon et de leur taux actuariel. Ensuite, on verra par la suite si la Banque centrale, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, continue à racheter ces papiers ou ne continue plus. Si elle ne continue plus, à ce moment-là, on s'en dessaisira. Ce seront des papiers qui auront probablement des taux actuariels qui tomberont vers du 1. Donc, on n'aura pas de, j'allais dire, pas de pudeur à les vendre. Mais pour profiter, et en étant pragmatique, pour profiter de cet univers banque centrale, ça nous permet d'avoir des obligations à 4-5 ans qui rapportent leur coupon au moins 2 et probablement auront des rentabilités supérieures grâce à la Banque centrale. Donc, 3 axes sur Euro Stratégique pour s'adapter. Les hauts rendements, parce qu'il y en a toujours une partie dans nos portefeuilles, c'est notre cœur de métier. Les hybrides corporate, parce qu'il y a aujourd'hui une décote qui nous paraît historique, donc on pense qu'elle va se réduire. Et puis des titres de qualité qui habituellement, du 5 ans sur du 2, ce n'était pas notre ADN. Mais là, avec l'élément dont je vous ai parlé, eh bien, on pense qu'il y a une opportunité et surtout, ça nous permet de garder des obligations avec des très bons ratings. Et dans un environnement économique où il y a peu de visibilité, on privilégie la qualité des signatures. Alors, on vous a mis en dessous des logos de signatures que l'on a en portefeuille. Donc, vous voyez, quand on parle de titres de qualité, Iliad, Free, Galp ou Forestia, on parle de sociétés extrêmement solides. Alors, le profil, alors si on prend Euro Stratégique aujourd'hui, le profil, c'est 96 lignes. Pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, vous allez nous dire, oui, mais vous avez mis beaucoup plus de lignes qu'avant. Oui, parce qu'on a un contexte qui était celui que tout le monde connaît. Donc, on a voulu mettre plus de granularité parce que le vrai risque dans ces marchés où les taux viennent à baisser, c'est un accident. Si on a un accident sur une valeur, il est évident qu'avec des taux bas, si vous avez 1,5% d'une valeur, ça vous mange une grosse partie de la performance. En mettant beaucoup de granularité, on minimise ce risque d'imprévu, de faillite. Et je ne parle pas uniquement de faillite. Vous avez vu qu'il y avait une société qui s'appelait Wirecard en Allemagne, triple B, et du jour au lendemain, la société a perdu 50% de sa valeur. On n'est pas à l'abri dans cet univers de décrochage comme ça. C'est pour ça que l'on met plus de lignes en portefeuille. Par contre, les grosses pondérations, vous les avez. Ce sont des sociétés, Arkema, Bertelsmann, Gaz Naturel, La Poste.
Vodafone, vous voyez que ce sont des sociétés où la faillite n'est pas envisageable, même en étant très, très, très pessimiste. Voilà, je pense que… Oui, alors on a déjà fait un bon premier point sur Eurostratégique. Encore quelques minutes pour faire un point sur la réouverture du fonds Sony Opportunité 2024. Alors vous avez posé beaucoup de questions, on va y répondre d'ici 5 minutes. Une fois qu'on a terminé la présentation, on va répondre à la plupart des questions que vous avez posées. Certaines, on va les voir sur Opportunité 2024. Donc sur Eurostratégique, vous avez vu un portefeuille qui a bien vécu, qui vit bien la crise aujourd'hui, en tout cas sur lequel Jacques a beaucoup d'idées et avec le niveau de confort qu'on lui connaît et qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est plutôt assez satisfaisant. Les perspectives sont plutôt très bonnes dans un univers avec des taux d'emprunt d'État très bas. Et rappelons-le quand même aussi, parce que l'historique d'Eurostratégique, et quand on a créé Sony avec Jacques, c'était de trouver des relais de performance au fonds en euros. Donc, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui sur les emprunts d'État, n'oublions pas que les fonds en euros qui sont aujourd'hui gavés de ce type d'obligations vont avoir des lendemains un peu plus compliqués. Donc, le rendement des fonds en euros va continuer de baisser. Et donc, alors, c'est toujours pas une alternative à un fonds en euros, mais en tout cas, c'est un véritable relais qu'on a construit avec Eurostratégique. Il ne faut pas oublier cette partie-là. Alors, Sony Opportunité 2024, c'est un fonds qu'on avait lancé l'année dernière, qu'on avait lancé avec un arrêt de commercialisation en novembre 2019. Donc, c'était un fonds daté. Et en fait, en début d'année, on avait lancé 2 autres fonds datés qui étaient des fonds de 2022, qui ont très bien fonctionné et dont les performances sont plutôt de très bonne qualité aujourd'hui. Et puis, arrivé à l'été, avec le Covid, on s'était dit, qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme nouveau fonds daté? Alors, on s'est un peu creusé la tête dans tous les sens. Et au bout du compte, on s'est dit, c'est quand même dommage parce qu'on a un portefeuille qui existe déjà, qui a déjà été constitué, qui a déjà passé l'épreuve du feu avec une crise hors norme en mars, avril, mai. Et donc, voyons ce qu'il y a à l'intérieur de ce portefeuille et voyons s'il n'est pas opportun de pouvoir le réouvrir pour apporter à nos clients, 1, de la visibilité, 2, du rendement et surtout un portefeuille déjà construit qui permettra évidemment d'avoir une visibilité hors norme parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'un fonds daté, on collecte des capitaux pendant une période à déterminer, plutôt courte, et puis après, on les investit. Là, aujourd'hui, quand vous rentrez dans un fonds comme Sony Opportunité 2024, le fonds, il est déjà constitué. Donc, pour ceux d'ailleurs qui souhaitent avoir le portefeuille, il est à disposition, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc, c'est un élément qui est très important. Et surtout, ce qui est important également dans Opportunité 2024, c'est qu'aujourd'hui, la valeur du portefeuille, donc sur une base 100 en novembre 2019, c'est un portefeuille qui vaut 98 € aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est un portefeuille qui a bien vécu la crise, parce que ça fait moins de 2% par rapport à novembre 2019. Donc, dans l'univers qu'on a connu, c'est plutôt satisfaisant. Et surtout, ça donne, en termes de taux actuariel et de visibilité, un portefeuille qui aujourd'hui est composé d'une 50aine de lignes. Alors, c'est un portefeuille qui est 100% à yield, 100% de rendement, avec un taux actuariel autour de 5,5%, un peu plus. Et l'objectif de performance, il est de vous sortir une performance nette annualisée entre 4 et 5% à horizon 31 décembre 2024. Donc, c'est un portefeuille qui a été rouvert en septembre, qui va être fermé à la souscription en février 2021, à une exception près, c'est que, bien évidemment, alors pour ceux d'entre vous qui sont déjà investis dans le portefeuille Sony Opportunité 2024, aujourd'hui, on a une VL de 98. Quand la VL va se rapprocher de 100, et on espère que ça arrive le plus vite possible, il y a de fortes chances qu'on clôt de nouveau les souscriptions sur ce portefeuille-là pour ne pas pénaliser ceux qui sont rentrés à 100 entre juin et novembre de l'année dernière. Donc, pour l'égalité du traitement des porteurs, ça nous semble plus fair et plus honnête de le faire de cette manière-là. Il reste encore un peu de temps, parce qu'entre 98 et 100, il peut se passer un peu de temps, puis d'ici février aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous semblait très opportun, une vraie opportunité. Et on le voit d'ailleurs dans les souscriptions qu'on a régulièrement en ce moment. C'est un portefeuille qui, en tout cas, attire des souscriptions. Donc, on est très content et surtout, il a une visibilité qui est assez incroyable dans l'univers dans lequel on est aujourd'hui. Donc, ne soyez pas timides et n'hésitez pas à nous poser des questions sur Opportunité 2024. Il est référencé chez la plupart des assureurs. Donc, c'est quelque chose qui me semble être une opportunité d'investissement aujourd'hui plutôt satisfaisant. Donc voilà en 3 minutes ce que je voulais dire sur Opportunité 2024. Alors maintenant, on va répondre bien évidemment à toutes vos questions. Alors, une des premières questions qui a été posée… oui. Christophe, sur les taux de défaut, parce que sur 2024, beaucoup de gens nous posaient quid des taux de défaut. On a mis ce graphe parce qu'il est intéressant. Il est fait par Moody's et pendant en mois de mars, en pleine crise, beaucoup anticipaient des taux de défaut de l'ordre de 12 ou 15%. Donc, c'était le scénario pessimiste. Et maintenant, vous voyez que le scénario central de Moody's n'est pas loin du scénario optimiste, c'est-à-dire que Moody's nous dit, en fait, les taux de défaut globaux seront de l'ordre de 5,3, 5,4%, c'est le bleu clair.
La courbe bleu foncé, ce sont les États-Unis qui ont un degré d'endettement plus important qu'en Europe, donc les taux seront un peu plus élevés, mais ça nous concerne moins. Mais je voulais dire simplement que effectivement, sur les taux de défaut, on a des bonnes surprises, et nous qui suivons les résultats des sociétés à yield et qui sont là, on est en plein dedans, hein, au mois de novembre, elles communiquent actuellement, et on voit que les résultats ne sont pas extraordinaires en termes de croissance. Par contre, ils sont très, très rassurants en termes de bilan, en termes de marge et en termes de maîtrise de l'endettement. Donc, le scénario optimiste de Moody's, on n'est pas loin de le partager. Donc, la grosse crainte que l'on avait eue sur les taux de défaut, là, vous voyez que c'était une crainte qui était probablement exagérée et on a sous-estimé la capacité des boîtes à s'adapter, et surtout maintenant avec le vaccin qui arrive, je pense que cet optimisme de Moody's risque d'être renforcé. C'était la parenthèse que je voulais faire sur les taux de défaut. Alors, ça tombe bien parce que c'était une des questions qui avait été posée par Stéphane, et donc voilà, je pense que Stéphane, tu as ta réponse sur les taux de défaut. C'était un élément évidemment important, parce que quand on parle d'un fonds daté à échéance 2024, un des éléments essentiels que l'on regarde dans la gestion, c'est les défauts. Alors, il y a une question un peu globale aussi sur qu'est-ce qu'on fait des liquidités aujourd'hui, à la fois sur Euro Stratégique et sur Opportunity 2024. La question qui se pose, Jacques, qui est souvent posée, c'est de se dire dans quoi vous allez investir à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'on souscrit à Opportunity 2024, on souscrit à Euro Stratégique. Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent? Alors, c'est toujours, nous, on regarde toujours les dossiers, donc si vous voulez maintenant, on va regarder certains dossiers que l'on ne regardait pas parce qu'il n'y avait pas de visibilité, et à cause du Covid, hein, bien évidemment. Donc, il y a certains dossiers qui vont peut-être redevenir, j'allais dire, intéressants ou regardables. Mais là, c'est ce qu'on a toujours fait, du dossier par dossier. Donc, par contre, il y a des secteurs qu'on ne regardait plus parce que la visibilité était faible. On va se réintéresser à ces dossiers-là. Après, est-ce qu'on rentrera dedans ou pas? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on ouvre des portes. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va essayer de profiter à plein sur le fait que beaucoup d'emprunts sont rachetés par la BCE et vont mécaniquement, je dis bien mécaniquement, se valoriser parce qu'il y a un acheteur en dernier ressort, et en plus, ils ont dit en décembre qu'ils allaient probablement augmenter les tailles de leur rachat. Donc, on va prendre des obligations à 4-5 ans, je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, bien notées, ou très bien notées, avec du 2, du 2,5, donc des taux qui ne font pas forcément rêver, mais des papiers qui vont avoir une performance probablement supérieure à leur taux actuariel sur les 2 ans qui viennent, tout simplement pour des raisons de liquidité. Donc, on va se concentrer, ça va être un mix des deux facteurs, entre des obligations qui rapportent beaucoup et auxquels on ne touchait pas. Après, il y a les dossiers qu'on aime bien, qu'on complète, mais des dossiers qu'on ne regardait plus. Et puis, de l'autre côté, des obligations très sécurisées pour profiter des achats de la Banque centrale. Ok, ensuite on a tout un lot de questions en mode Madame Irma, boule de cristal. Est-ce que Jacques, tu peux nous dire qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de rémunération sur un euro stratégique à horizon 36 mois? Allez, parce qu'on dit 30 mois, parce qu'on a parlé de 30 mois tout à l'heure. Donc c'est le moment de mouiller ta chemise, c'est enregistré. Donc, non, j'aime pas faire cet exercice parce qu'il y a le niveau. On va peut-être passer par des niveaux, mais après, ça dépend des flux beaucoup. C'est-à-dire que vous voyez bien que, ne serait-ce qu'à une semaine d'intervalle, vous avez des valorisations différentes dans des proportions importantes. Simplement, je ne vais pas vous donner de niveau. Ce que je peux vous dire, pour essayer de mouiller un peu la chemise, aujourd'hui, on a un taux actu de l'ordre de 4 sur un Eurostrat et 6 et quelques sur un Eurostrat plus. À partir du moment où on a des facteurs de soutien très forts, je serais surpris qu'on ne cale pas sur ce taux actuariel. Parce que les écarts de liquidité, maintenant les banques centrales veillent, les élections américaines sont passées, le vaccin, même s'il va se passer du temps, probablement 1 ou 2 trimestres avant qu'il soit mis en vente pour tout le monde, bon, il reste le Brexit, mais disons que les grandes questions que l'on avait devant nous,
elles sont moins là. Après, l'autre grande question, c'est la nature de la reprise économique, la nature des dégâts qui sont aujourd'hui dans l'économie et qui sont masqués par les subventions étatiques. Donc là, une fois que la mer va se retirer, on va voir un petit peu l'ampleur des dégâts. Mais si vous voulez, structurellement, il y a des facteurs tellement forts que je serais surpris qu'on soit loin des rendements affichés par les taux actuariels de nos portefeuilles. Alors Oui. qu'avec la crise que l'on a eue, il est évident que le message a été troublé. Oui, clairement, pour répondre aussi à une partie de cette question, c'est-à-dire que je vous rappelle que notre compétiteur aujourd'hui chez Sony sur ces deux fonds-là, c'est le fonds en euros, bien évidemment. Et à horizon 36 mois, vu l'horizon dont on a parlé tout à l'heure, et vu évidemment la baisse de performance de notre compétiteur historique, on peut imaginer que sur les 36 prochains mois, on fera mieux que le fonds en euros dans un univers de visibilité qui est bien supérieur à celui qu'on avait, ne serait-ce qu'en début d'année, même avant le Covid. Donc, il y a un côté plutôt rassurant et réassurant pour des clients qui rentreraient aujourd'hui à horizon 36 mois. On est assez confort de faire mieux qu'un fonds en euros net de frais, bien évidemment. Donc, je pense que c'est une chose. J'écoutais, même si c'est à prendre avec des pincettes, mais j'écoutais des économistes qui nous disaient, mais il faut bien prendre conscience que les taux bas, c'est-à-dire sur les emprunts d'État, on est parti pour une génération. Alors, je leur laisse l'entière responsabilité de leurs propos, mais quand des économistes vous parlent d'une génération, ça veut dire qu'à un hiver 3, 4, 5 ans, on est quand même quasi sûr qu'ils resteront là où ils sont. Ok, alors encore deux questions et après je pense qu'on en aura fini. Si vous voulez en poser d'autres, évidemment, ou celles auxquelles on n'aura pas répondu, j'en suis navré, mais on les a toutes identifiées, donc on vous rappellera en tout cas personnellement. On a de nouveau une question sur Opportunité 2024, sur la manière dont on imagine les défauts. On a déjà un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux repréciser comment on évalue le taux de défaut sur l'Opportunité 2024 avec le screening du portefeuille et tout ce qu'on a pu faire comme travail sur l'ensemble des valeurs qui étaient faites post-confinement? Oui, c'est-à-dire que déjà, on a, comme le dit Christophe, on a screené tout le portefeuille. Donc, il y a, si vous voulez, les défauts, sinon on aurait vendu ces sociétés. Maintenant, il y a eu pas mal pendant cette crise, pendant ces 6 mois, pas mal de sociétés ont eu des défauts. Mais qu'est-ce qu'on entend par défaut? Je vais vous prendre un cas concret que vous connaissez tous. Valorec. Valorec devait faire une augmentation de capital, ça ne s'est pas réalisé. Ils ont dit on va restructurer notre dette. Et en fait, on s'aperçoit que la restructuration de la dette, aujourd'hui, la cotation de l'obligation Valorec, c'est 60% de sa valeur. Elle continue à payer le coupon. Et certains estiment que, grosso modo, ça va se négocier aux alentours de 70% du niveau de dette. Vous avez eu deux sociétés qu'on n'avait pas en portefeuille, qui s'appelaient Emma et Taco. C'était des sociétés dans la distribution de vêtements, donc très, très impactées, qui ont restructuré leur dette et elles l'ont restructurée à un niveau de 80%. Donc, si vous voulez, il faut bien avoir en tête que restructuration de dette, quand elles arrivent, ça ne signifie pas, comme Thomas Cook, zéro de recovery. Aujourd'hui, les restructurations de dette se font sur des niveaux entre 60, 70 ou 80%, donc des choses beaucoup moins traumatisantes. Donc nous, on estime dans le portefeuille d'Opportunité 24 que des sociétés qui viendraient à être valorisées zéro, enfin dont les obligations viendraient à être valorisées zéro, il n'y en a pas. Et que dans le screening qu'on a fait, on est relativement confortable et que s'il devait y avoir restructuration de dette en fonction de leurs fonds propres, de leur endettement et autres, la baisse ne serait pas plus de 20 ou 30%, peut-être sur un ou deux dossiers. Donc on est très très loin des craintes que l'on avait il y a encore quelques mois. Bon, les dernières questions, parce qu'on a largement débordé, mais comme je vois que tout le monde est encore connecté, ça veut dire que j'imagine que ça vous intéresse. Une dernière question, et je reviens sur la partie action des banques centrales. On nous dit comment l'action d'achat par la banque centrale peut renforcer la valorisation des obligations, sauf évidemment à ce que ce soit avant le remboursement. Donc, est-ce que tu peux repréciser comment l'action des banques centrales finalement donne de la force et valorise un peu de façon meilleure, en tout cas, les obligations qu'on a dans les portefeuilles? Ben, c'est un effet mécanique, c'est-à-dire que je vais vous prendre un exemple concret. Vous avez une obligation, allez, on va dire Forestia.
qui vient sur le marché à 5 ans ou 6 ans, qui rapporte du 2,5. Donc ça, c'est lors de l'émission. Ensuite, la Banque centrale, non seulement elle rachète lors d'émission, mais elle rachète au quotidien. Et donc, à partir du moment où elle rachète au quotidien, tous les jours, elle va donc créer un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Cette oblige, elle va se valoriser, c'est-à-dire qu'on va passer à un taux de 2,50 à l'émission, peut-être à 2,40, 2,30, c'est-à-dire que son cours va monter 101, 102, 103, 104. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que si ces obligations devaient arriver sur des taux de 1 ou 0 quelque chose, à ce moment-là, on les vendrait parce qu'avoir du 0 quelque chose sur du 5 ans, le bon sens fait que ça n'aura plus d'intérêt. Ça n'a d'intérêt tant qu'on a un acheteur final qui s'appelle les banques centrales. Donc, ces obligations, on va les garder 1 ou 2 ans, on les gardera peut-être 3 ans, ça dépendra des banques centrales, on ne les gardera pas jusqu'au bout. Simplement, on pense que la matrice risque-prix, rentabilité attendue, c'est-à-dire risque-prix très faible sur des obligations triple B, double B+, rentabilité attendue, bonne. Pourquoi? Parce que c'est au moins du 2,5 plus une valorisation au capital sur 1, 2 ou 3 ans. Et après, on s'en dessaisira. Alors, vous allez me dire, et le buy and hold? Après, c'est un buy and hold, j'allais dire pragmatique. On essaye de profiter des banques centrales tout en essayant de minimiser l'impact faible visibilité sur l'économie. Parce que même s'il y a le virus, les dégâts qui ont été faits pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans, il va falloir les évaluer. Aujourd'hui, personne ne sait les évaluer avec certitude. Allez, la dernière question, là c'est vraiment la dernière, ça concerne autre chose que les banques centrales, ça concerne plus les aides des États, et puis on a aussi une question sur Air France. Alors ça peut être la même question, parce que Air France sans l'État, je vous laisse imaginer qu'on prendrait le train, je crois que c'est comme ça que ça se passerait, en tout cas, ou en tout cas une autre compagnie aérienne. La question c'est, est-ce que effectivement les résultats des sociétés aujourd'hui, est-ce que c'est un peu prématuré de se réjouir? Ça c'est une première question. Et deux, est-ce que les mesures de soutien de l'État sont pour beaucoup sur effectivement les bons résultats et la bonne visibilité qu'on a aujourd'hui? Alors, la réponse, elle est oui, pour faire simple. Mais Jacques, si tu peux redéployer et parler de l'exemple d'Air France, parce qu'il est assez emblématique, cet exemple d'une boîte qui a été soutenue par l'État et qui, pour les gérants obligataires que nous sommes, c'est formidable. Pour les citoyens que nous sommes aussi, c'est un peu moins formidable, mais ça, c'est juste que mon point de vue. Mais est-ce que tu peux nous refaire une petite couche de rappel sur les soutiens des États et comment ça se matérialise dans les boîtes? Alors, les soutiens des États, oui, ont évidemment une importance à 2 niveaux. La première, c'est qu'avec les aides qu'elles ont données, ça a renforcé le bilan et la trésorerie des sociétés. Donc ça, mécaniquement, plus vous avez de trésorerie, moins vous avez de risque de faillite, mais surtout de manière indirecte, en donnant des aides aux particuliers de manière plus ou moins directe, et aux commerçants ou autres, ça veut dire qu'on maintient un pouvoir d'achat et ça veut dire donc qu'on maintient des clients. Donc ça donne de la visibilité de ce point de vue-là. Donc oui, l'aide des États était essentielle et il n'y aurait pas eu l'aide des États. Je pense que la panique sur les marchés aurait été beaucoup plus importante. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, l'aide des États vient en complément de ce que donnent les banques centrales. Ça, c'est essentiel. Le deuxième point, pour revenir à Air France, il est évident que l'aide d'Air France, là, ça n'a pas aidé. C'est-à-dire que, comme disait Christophe, si Air France n'avait pas été soutenue à bout de bras par l'État, Air France aurait disparu. Maintenant, il y a eu encore une déclaration ce matin du ministre des Finances disant bien, on va faire une augmentation de capital probablement encore sur Air France. Donc, vous avez des dossiers qui sont jugés par le gouvernement. Il l'avait dit d'ailleurs il y a 4 ou 5 mois, il y a des dossiers, quoi qu'il en coûte, on ne les laissera pas faire faillite. Pourquoi? Parce que soit ils sont stratégiques, soit parce que ce sont des grosses sociétés françaises qui employaient beaucoup de monde et qui se portaient bien avant Covid. Donc sur Air France, nous avions, je vous rappelle, l'hybride corporate, donc qui à un moment, c'était une hybride corporate Air France, il restait 6 mois, l'oblig avait perdu 20%. C'est-à-dire qu'elle cotait 80% de sa valeur. Sur une oblig à 6 mois, vous en conviendrez, c'est quand même très très violent. Et on a bien vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'État a honoré sa signature et a remboursé cette hybride corporate. Donc, si on prend le cas concret d'Air France, nous n'avons pas de doute sur le fait que la société sera sauvée et que l'État… D'ailleurs, ce matin, il y avait alors je ne sais plus comment il s'appelle, le ministre des Transports, j'ai oublié son nom, et il disait une phrase, il disait, mais
on va faire l'augmentation de capital, on va soutenir Air France, parce que si on veut revenir sur les marchés, se refinancer, c'est essentiel. Donc, ils sont tout à fait conscients que s'ils veulent avoir les moyens d'emprunter pour se développer et moderniser Air France, ils ont besoin des marchés financiers, parce que les banques ne peuvent pas tout faire. Donc, c'est l'illustration, la phrase de ce matin est l'illustration de la politique de l'État. Ils ont besoin des marchés financiers, ils ont donc besoin que le marché obligataire fasse confiance, donc ils rembourseront leurs emprunts. Parfait. Écoutez, j'espère qu'on a été complet. Je relirai les questions. Peut-être que j'en ai oublié une ou deux. Dans ce cas-là, excusez-moi et puis je vous rappellerai bien évidemment. Et juste pour conclure et terminer, on a parlé du Sony Opportunity 2024. En avant-première, vous allez recevoir dans les jours à venir dans vos boîtes mail des vidéos un peu particulières qu'on a décidé de créer plutôt à destination de vous, de vos clients finaux, un peu en mode formation, pour que vous ayez évidemment quelques outils de communication avec vos clients pour qu'on explique assez clairement ce que c'est un fonds daté, comment ça fonctionne, ce qu'on peut en attendre. Donc, c'est en mode un peu institut de formation. Alors, c'est des formats très courts, de l'ordre de 2 minutes. Donc, on vous enverra ça et je pense que je serai ravi d'avoir votre retour. Et je pense que c'est des outils que vous allez pouvoir réutiliser pour communiquer avec vos clients finaux et dans ces moments de communication digitale, ça peut toujours être précieux. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne fin de journée à tous et en tout cas, j'espère à très bientôt. Au revoir.